l'encre sensorielle. Donc, déjà, on va commencer par se dire, alors, après, on peut voir chacun encore midi à sa porte. Moi, j'ouvre la porte d'entrée par la programmation neurolinguistique qui estime qu'on a accès au monde par nos 5 sens. Voilà, c'est nos 5 sens sont notre façon voilà, de voir ce qu'il y a autour de nous, d'entendre, de toucher, de sentir, de goûter. Donc, on accède au monde extérieur par nos 5 sens. Ça, c'est déjà le premier postulat. On a un stimuli qui est quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a entendu, quelque chose qu'on a senti. C'est quelque chose qui nous parvient donc par l'un de nos sens ou par plusieurs sens. On appelle ça un stimulus. Ce stimulus, une fois qu'on l'a eu, qu'est-ce qu'on va faire? On va, ça y est, il y a des choses qui reviennent. On va le capter. Et ensuite, une fois que c'est capté, ça va se transformer ou en émotion ou en sensation. On a, et là encore, il faut que je pars trop à l'extérieur. Encore une fois, ça, c'est aussi les cartes du monde. On peut voir la même chose, entendre la même chose, ressentir le même climat, le froid, le chaud, et ne pas avoir la même réponse émotionnelle. Je vous invite, si ça vous intéresse un peu plus d'aller dans les émotions, moi ça c'est mon grand dada, de regarder Vice Versa, qui est un dessin animé qui a maintenant 2-3 ans. Bon, il y en a qui est juste phénoménal. Et une fois que vous avez regardé ce dessin animé, vous avez compris énormément de choses. Il y a plein de PNL dedans, donc programmation neurolinguistique. Et ça nous montre comment notre système cérébral fonctionne. Donc ça nous montre qu'en fait, les émotions, elles sont aux commandes. Et qu'en fait, on n'est vraiment que les marionnettes de nos émotions. C'est elles qui décident ce que nous faisons. Et donc, comment ça se passe? Il se passe quelque chose dans mon monde extérieur ou dans mon monde intérieur. Quand je me dis quelque chose, quand je me dis que je vais avoir un rendez-vous médical, un entretien professionnel, qu'importe, on est aussi capable de se créer nos émotions. Et donc, une fois qu'on a ce quelque chose qui nous arrive, selon le sens et l'interprétation qu'on y met à ça, on va aller se créer une émotion ou une sensation. Qu'est-ce que l'ancrage d'un état émotionnel? C'est que quand l'émotion arrive et qu'elle grandit, et qu'elle est très très forte, alors elle s'ancre. C'est-à-dire que quand on ressent quelque chose de vraiment très très fort à l'intérieur, va s'ancrer tous ces stimuli sensoriels. C'est-à-dire qu'une émotion très très forte, on va mémoriser de façon instantanée, et ça peut durer une vie entière. On va se rappeler visuellement ce qu'il y avait, ce qu'on entendait, ce qu'on ressentait, tout ça encore une fois au niveau des sens. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand on se retrouve dans à peu près la même situation, hop, il y a l'encre qui revient. Une musique que vous entendez, il y a bien une musique qui vous ramène à ce moment-là précis. Ça vous parle? Une odeur qu'on affectionne particulièrement. Des odeurs qui font vomir. Enfin, on ne peut même plus les boire. Bon, souvent, c'est quand à la période de l'adolescence, on a eu un petit peu d'abus. Mais il y a des choses où dès qu'on les sent, mais ce sont des encres fortes. On a tellement été malade parce qu'on a bu ou parce qu'on a mangé. Des fois, quand on adore un plat, genre une choucroute, on en mangerait tous les jours. À force, on n'en peut plus parce qu'à un moment, on en a été malade. Tout ça, on ancre. Et c'est vraiment une mémoire sensorielle qui se passe, mais au niveau des sens. Du coup, quel est le rôle de l'adulte, puisqu'on en est là, à comment est-ce qu'on peut accompagner l'enfant? Ces émotions, alors, il faut savoir que l'émotion, on ne peut pas la contrôler. C'est quelque chose qui vient naturellement, de façon réactive. C'est un signal. Après, ce qu'on peut contrôler, c'est comment on le vit. Qu'est-ce qu'on en fait? Une émotion, ça dure en gros 1 minute, pas plus. Ce qui dure après, c'est l'humeur. C'est nous qui le maintenons en vie, tout ça. Je suis en colère, avec ce qu'il m'a dit, puis on croise une autre personne, puis je suis en colère, et puis on le tourne. Donc oui, on va rester en colère, mais ce n'est pas une émotion, c'est de l'humeur. C'est quelque chose, c'est un état émotionnel, mais qu'on est seul maître
de choisir de rester en colère, de rester triste, de rester joyeux ou pas. Donc, comment est-ce qu'on va accompagner l'enfant? Parce que l'enfant, lui, il découvre tout ça. Il ne sait pas. Ce n'est que sensation, que perception. Il a des choses qui lui arrivent. Et alors, c'est même au-delà de ressentir une émotion, il est l'émotion. C'est tout entier. Il n'a pas de la colère, il est colère. Il n'a pas peur, il est peur. C'est intensément intense. C'est ultra perturbant parce que, au moins dans les premiers temps, quand ils sont tout petits, tout comme ça, ils ne savent pas si ce qu'ils sont en train de ressentir, à un moment donné, ça va s'arrêter. Quand ils grandissent, ils comprennent, ils commencent à avoir de l'expérience, à se dire, bon, cet état, ok, je sais, de façon inconsciente, ils ne sont pas capables de le dire, mais ils savent qu'à un moment, ça va s'arrêter, qu'ils sont capables d'avoir d'autres états. Le tout petit, le bébé, il ne sait pas. Pour lui, c'est une transformation, et il n'a pas encore appris qu'il va y avoir d'autres choses. Donc, ils sont complètement dans cette émotion intense, sans aucun filtre. Et donc, ils ont évidemment besoin des adultes autour d'eux qui vont leur mettre à disposition leur appareil psychique. Voilà à quoi nous servons, parents comme professionnels. Sauf que ce n'est pas si simple parce que une émotion, il faut l'accueillir, il faut la recevoir. Qu'est-ce qu'elle fait en nous? Comment est-ce qu'on la reçoit? Comment est-ce qu'on l'accueille? Comment est-ce qu'elle rentre en résonance? Et puis, est-ce qu'en nous, ça ne crée pas une émotion et qu'il faut nous aussi gérer? Donc, c'est aussi tout ce travail-là. Il me semble que si on travaille, nous, adultes, sur nos émotions, alors on va pouvoir mieux accompagner l'enfant dans ses émotions. Et pour la faire courte, si on arrive à accueillir les émotions de l'enfant, à les reconnaître, à les accepter telles qu'elles sont, alors on va pouvoir soutenir l'estime et la confiance en soi de l'enfant alors Nathalie parlait de son dada, moi ça c'est le mien, c'est mon dada. C'est que l'enfant il arrive avec un trésor au monde, il a tout, il a sensation, perception, émotion, il est armé pour la vie. Et nous en tant qu'adultes, professionnels comme parents, alors bien évidemment avec plein de bonnes intentions, mais on passe notre temps à saper tout ça. Tu t'es tombé, mais relève-toi, c'est pas grave, tu t'es pas fait mal. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Alors, ce que je ressens là, c'est pas de la douleur, donc je vais couper tout ça. Parce que qu'est-ce que c'est On ressent physiquement quelque chose et ça remonte en un flux nerveux au niveau du cerveau. Et on fait des connexions et on sent que ça veut dire douleur et voilà, et on gère. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Hop, on coupe la connexion, on coupe. Quand il passe par l'école, n'en parlons pas, c'est plus que du savoir-faire, il n'y a plus de savoir-être. Et puis on se retrouve à 30-40 ans, je ne sais pas trop, et puis je le sentais bien, mais je ne me suis pas fait confiance, et blabli, et blabla. Mince, on avait tout. Et puis si ça se trouve, il ne s'est pas fait mal. Il pleure parce qu'il a eu peur. Il pleure parce qu'il est en colère, parce qu'il n'a pas réussi à monter quelque chose. Il pleure parce qu'il est déçu. Donc en plus, on pose une émotion qui n'est peut-être pas la bonne du tout. Mais on le fait, si de toute façon, vous tous qui êtes là, et je pense quand même en grande partie, si vous êtes là, c'est que vous êtes tout plein de bonnes intentions pour les enfants. Donc après, on fait aussi comme on peut. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition notre appareil psychique pour justement commencer à nommer les émotions et faire attention. Tu sembles être, parce que il avait peut-être pas mal, il était peut-être en colère, donc de faire attention à tout ça. Et l'autre clé, c'est de faire justement attention à ces encres, ou en tout cas de les utiliser. Parce que quand il vit une émotion, vous vous souvenez, une émotion qui monte, qui est forte, et hop, il ancre. Alors il ancre quoi ? Il ancre soit un état émotionnel. Alors moi, je ne parle pas d'émotions positives ou négatives. Souvent, ça, c'est ce qu'on entend beaucoup dans le langage. Et là, on va reparler des mots. Si on parle d'émotions négatives et positives, ça veut dire qu'on estime qu'il y a des émotions qui sont négatives. Elles ne sont pas négatives, elles sont toutes positives. Pourquoi ? Parce qu'elles nous servent. Elles nous servent à nous indiquer qu'on a un besoin qui n'est pas rempli ou qu'on a un besoin qui est rempli. Elles nous alertent. C'est notre tableau de bord dans la voiture. Si on n'a pas nos diodes qui nous disent plus d'essence, pneus dégonflés, moteur en surchauffe, on ne va pas aller bien loin. À un moment donné, on va avoir un gros problème. Donc, les émotions ne sont que des signaux qui nous alertent. Donc, en soi, elles ne peuvent pas être négatives, elles nous servent.
Donc, je parle plutôt d'émotions agréables ou désagréables dans leur ressenti, mais toujours positives. Déjà, de se dire qu'une émotion est positive, ça permet de l'accueillir un peu mieux, de se dire qu'il en a vraiment besoin. Donc, quand il ressent une émotion désagréable, l'enfant, nous tous, on va mémoriser un ensemble de stimuli sensoriels. Il en faut 3 pour maintenir une émotion, dans les 5 sens. C'est-à-dire que quand j'entends une musique et que je vois un paysage et qu'en plus il faisait chaud, hop, ça me ramène à ce moment-là. Une émotion, elle a besoin de 3 tuteurs d'un arbrisseau qui n'est pas encore bien... qui tient pas bien droit. Et si, au niveau de ses sens... Ah ouais, je parle trop, c'est un peu mon souci. Ok. Bref. Du coup, quand on est sur une encre désagréable pour l'enfant, il faut vraiment y faire attention. Ça va être, par exemple, beaucoup sur les histoires de mordeurs-mordus. Souvent, on a tendance à laisser les enfants là où ils sont. Il faut absolument les changer de lieu parce que là, ils sont encore dans l'émotion parce que rien n'a changé pour eux. Dans ce qu'ils sont en train de voir, dans ce qu'ils sont en train de ressentir comme chaleur, toutes ces informations sensorielles sont les mêmes. Il suffit juste d'ouvrir la fenêtre, de lui dire « tourne-toi par là », c'est plus pareil. J'ai plus le même visuel, mon émotion, elle tombe. Et le mieux, c'est carrément de changer d'air. Changer d'air, c'est vraiment important pour quitter l'état émotionnel. Quand vous avez un enfant qui est dans tous ces états et qui n'arrive pas à gérer son émotion, il faut absolument changer ce qu'il perçoit comme sens. Parce que là, il y a quelque chose d'ancré. C'est vraiment une encre, comme une encre de bateau, et il ne peut plus sortir de ce qu'il a. Et au contraire, de se servir des encres positives pour justement, quand il y a un moment, un coup de blues ou chose comme ça, de pouvoir se servir de ces états émotionnels où il est bien, où il se sent en confiance, où voilà, tout va bien pour lui, pour le ressourcer, renforcer son estime. J'ai essayé de faire au plus vite. Il me semble que, voilà, c'était... je devais faire bref parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse interagir là-dessus. Alors, je vous ai balancé un petit peu plein de choses, mais c'est vrai que j'ai tendance à... Alors, il va y avoir la place pour vraiment très très peu de questions, hein, je suis désolée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle, là, par hasard? C'était tellement clair, Stéphanie. Alors comme ça va être très bien. Non, mais si, un petit peu, parce qu'on apprend toujours ensemble. Ah, oui. Ouais. Ça, faut que ça retombe. Je peux revenir dans une demi-heure si vous voulez. Par rapport aux émotions qui s'ancrent comme ça définitivement, c'est quand même quand l'émotion elle est répétitive qu'elle s'ancre, ou ça peut être ponctuellement. Parce que si, je ne sais pas, si un adulte n'a pas une réponse adaptée à un moment donné, parce qu'il n'a pas réussi à ajuster la réponse aux besoins de l'enfant, il peut culpabiliser, mais est-ce que c'est quand l'émotion se répète que ça va être ancré, ou même pour une émotion comme ça ponctuelle, ça peut s'ancrer aussi? Alors, il peut y avoir une encre vraiment qui va. Il suffit juste d'une fois parce que c'est suffisamment fort. J'ai eu peur d'une voiture qui a surgi d'un coup et maintenant je suis terrorisée. On me racontait une histoire d'escalator où une personne était complètement figée parce qu'il lui était arrivé un accident dessus. Donc, une fois suffit. Quand on a de la répétition d'expérience, alors là, c'est pareil, c'est de la pure programmation neurolinguistique. On se crée des croyances. Rien à voir avec le religieux. C'est ce que je crois au plus profond de vrai sur moi, sur les autres, sur le monde extérieur. Et à un moment donné, quand j'ai un adulte qui me dit à chaque fois la même chose, eh ben, je vais le croire dur comme fer que c'est vrai, que je suis nulle en maths, que ce que je dis, ça sert à rien. Et ça, cette répétition, effectivement, on ancre, mais on ancre quoi? C'est pas un état émotionnel qu'on va ancrer, c'est une croyance sur lui-même, sur le monde extérieur et sur les autres. Et là, effectivement, il faut y prêter énormément d'attention. Oui, il faut y être très vigilant parce qu'on peut en créer plein de choses qui, après, on se le trimballe. Ça fait partie de nos boulets qu'on se trimballe. Et à 30 ans, quand on n'ose pas dire non, quand on a peur des conflits, besoin d'être aimé, tout ça. Bref, tout ce qu'on se trimballe et qui est si lourd et qui fait que c'est compliqué de pouvoir tout simplement s'affirmer, ça vient de là.
Merci. Alors moi, c'est par rapport justement à l'idée de dépasser ses émotions, parce qu'on peut, typiquement la voiture, elle arrive, il faut pouvoir la dépasser. Ça fait écho à une question par rapport à la lecture des histoires aux enfants sur justement ce qui fait peur, les histoires de loups ou autres. Je suis toujours très partagée entre l'enfant qui réclame l'histoire du loup à 2 ans et qui vraiment la réclame, et quand on arrive avec le livre, il dit oh non, pas le loup, et puis après on range, il dit ah si, le loup, le loup. Donc moi il me semble quand même que les enfants ils ont besoin de se confronter à toutes ces émotions là, mais c'est vrai qu'on entend aussi dire qu'il faut pas raconter d'histoires qui font peur aux enfants avant justement qu'ils soient un peu plus matures au niveau du cortex orbitofrontal, préfrontal ou autre. Enfin préfrontal, ça me paraît un peu tard de toute façon, mais donc voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis sur des histoires de loup ou pas d'histoires de loup. Souvent, je réponds j'en sais rien, parce qu'en fait, je crois qu'il faut. C'est bien d'avoir des utopies, des théories, mais en fait, vous voyez, enfin, là, le train, il présente des choses. Et finalement, on se rend compte, on fait d'une façon, et puis 20 ans plus tard, on se dit ah bah non, c'était pas comme ça, ou alors l'expérience nous prouve que. Les enfants, oui, ils ont besoin, ils sont en train de découvrir tout ça, et c'est vraiment dans cet accompagnement qu'on va faire pour que lui puisse les maîtriser. Et donc, effectivement, l'idée n'est pas d'aseptiser, de ne pas avoir d'émotion. Au secours, il n'a plus accès à la connaissance de lui, surtout pas. C'est le seul moyen d'accès qu'on ait, l'émotion, pour savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il le faut. Et l'enfant, effectivement, sur la peur, ils ont besoin de s'y confronter, de ressentir, parce que si je peux... à quoi ça sert? Ça sert à maîtriser. Mais c'est compliqué, donc il y a besoin de l'adulte. Donc c'est j'y vais pas. Mais c'est un peu comme il y a une super plage et une belle eau, mais il fait froid, elle est glacée. Vous avez envie, vous n'avez pas envie. Ou le manège qui fait envie, j'ai pas envie. C'est à peu près ça que ressent l'enfant. J'ai envie de le faire, ce manège, mais en même temps, j'ai tellement peur. Alors quoi, j'y vais pas. Ce qui est important, c'est que l'adulte ne force pas. C'est que l'adulte puisse proposer ce dont l'enfant a besoin. C'est de l'accompagner, c'est aussi vigilant. C'est pas parce qu'on commence le livre qu'il faut le finir. On peut le commencer, on fait une page, ça devient trop compliqué pour lui, mais ça demande d'être vraiment attentif, à l'observer, j'ai arrêté, et vraiment de rien imposer.